Cette vidéo va être une mine d'or. Plus d'une semaine de recherche, de tests et d'essais pour comprendre comment réaliser un baking d'un modèle haute définition vers un modèle basse définition sur un objet de type hard surface. Tous les tutoriels que vous trouverez sur internet, même réalisés par des gens que j'apprécie beaucoup, ne vous présentent pas ce que je vais vous dire ici. Alors ça fait un peu prétentieux, mais bon c'est le cas, sinon j'aurais pas passé autant de temps à chercher. Les cas présentés sont toujours des cas simplifiés. Par exemple, faire le baking d'un cube. C'est bien sympathique, mais dans la vraie vie, personne ne fait ça, et la réalité est bien plus complexe. Vous trouverez aussi des tutoriels pour bake des objets sans aucun bevel. Forcément, c'est bien plus facile. Et surtout, la grande majorité des tutoriels, même réalisés par des accros de Blender, ne font pas leur bake dans Blender, mais dans Substance Painter. Dans ce tutoriel, on va bake un vrai modèle avec des vraies problématiques, des bevels, des endgones, et tout ça entièrement dans Blender, ok? Pas de Substance Painter, et on finira par les tester ça directement dans Unreal Engine. Thoughts, share knowledge, grow together. Comme le tutoriel a pour objectif de présenter le workflow et d'être focalisé sur le baking, je ne vous détaille pas à pas les détails de la modélisation de l'objet qui va nous servir d'exemple. La seule chose importante à retenir, c'est que la modélisation est faite avec Fluent. En effet, la donne dispose d'outils qui vont nous permettre de modifier la résolution du modèle et ainsi pouvoir passer du modèle haute définition au modèle basse définition en 2 clics. L'avantage majeur est que c'est un outil de modélisation non destructive et c'est bigrement pratique pour faire des modifications sans avoir à tout recommencer. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez mon attachement au travail non destructif et procédural, flexibilité, facilité d'édition, gain de temps colossal. La phase de modélisation brute est maintenant terminée. Il est temps d'attaquer mes premiers conseils pour optimiser le modèle haute définition en vue du baking. Voyez-vous ces arêtes de support qui forment de longues diagonales? Elles sont un fléau pour votre baking. Il faut les éliminer. Pour être plus précis, il faut les remplacer par des arêtes de support qui soient perpendiculaires au bord du modèle. Démonstration. Pour corriger la partie haute du modèle, je la sélectionne. Je l'isole avec la touche slash. Et pour bien voir ce qui se passe, je passe en vue wireframe. On switch en edit mode et on utilise le raccourci CTRL-R pour ajouter une edge au centre du modèle. Enfin, finaliser avec le raccourci Shift-F qui vous ramène en object mode. Je vous invite à faire la même chose pour toutes les parties du modèle qui le nécessitent. Edit mode, CTRL-R, Shift-F, c'est votre combo pour faire la chasse aux diagonales. Une des innovations de Fluent depuis sa création, c'est de profiter du caractère non destructif pour ne pas avoir à gérer la résolution des bevels un par un. Appuyez sur la touche F et cliquez sur l'icône en forme d'engrenage. Utilisez la résolution pour augmenter ou diminuer la densité du mesh. Ça affecte tous les bevels et tous les cylindres. Et à propos de cylindres, le dernier slider vous permet de spécifier le nombre de segments minimum pour un cylindre. Alors dans mon cas, ça n'a pas d'effet puisque la résolution est suffisamment élevée pour que le résultat ne soit, il soit plus grand justement que le minimum spécifié. Je vais appliquer tous les modifieurs. Je sélectionne tous mes objets, j'appuie sur la touche F et tout en cliquant sur le petit drapeau blanc, je maintiens la touche Alt enfoncée. On peut voir qu'en Edit Mode, nous avons maintenant accès à l'intégralité du maillage et que tous les modifieurs ont bien été appliqués à l'exception du bevel et du weighted normal. Je poursuis avec la fusion de tous les objets en un seul et même objet avec la touche CTRL-J. Et je renomme l'objet afin de ne pas me perdre par la suite. Plus que 2 choses à voir pour finaliser le modèle haute définition. Et si vous les ratez, votre baking sera juste horrible. Voilà, donc restez attentifs jusqu'au bout. Revenons sur le weighted normal. Alors lui, il m'a rendu fou, Il fait partie des trucs que j'ai testés en long, en large et en travers. Voilà, je vais vous faire gagner quelques heures en vous disant qu'il faut passer le paramètre principal à 100. Et c'est suite d'ailleurs à la recherche pour ce tutoriel que le paramètre est normalement par défaut à 100 à partir de la version 3 de Fluent. Toutes les occasions sont bonnes finalement pour améliorer la donne. Enfin,
Ajoutez un modifier triangulate avec un minimum à 5 et cochez l'option Keep Normals. Résumons les points importants de cette partie sur la préparation de la version haute définition. Évitez les arêtes de support en diagonale, ok? Remplacez-les par des arêtes de support perpendiculaires au bord du modèle. Sinon, eh bien, vous aurez des artefacts sur le baking des normales. Les modèles Hard Surface contiennent des N-Gones. Utilisez un modifier Weighted Normal à 100. Sinon, là aussi, vous aurez des artefacts sur le baking des normales. Enfin, ajoutez un modifier Triangulate avec l'option Keep Normal. Là aussi, ça n'est pas le sujet principal du tutoriel, je vous propose donc plutôt un aperçu sous forme de timelapse de la partie texturage. Ici aussi, la seule chose importante à retenir, c'est que le texturage est réalisé avec l'add-on Materializer. Ça a son importance pour la suite car c'est cet outil que l'on va utiliser pour le baking. Si vous ne connaissez pas Materializer, c'est un outil qui accélère la création de textures en proposant un workflow par couche et masque, ainsi que beaucoup de nodes préconçues pour le texturage procédural. Toutes les images que vous pouvez voir dans ma communication pour mes différents add-ons ne sont texturées qu'avec cela. Voilà, il n'y a pas une image en vue. Et donc le grand intérêt de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de déplier les UV lorsqu'on utilise des textures procédurales. Et ça c'est bien, ça c'est cool, pas d'UV. Ouh, je tape là. La version haute définition du modèle est maintenant entièrement terminée. Il est temps de préparer la version basse définition. Fidèle à sa philosophie, Fluent ne supprime jamais rien et tout reste toujours récupérable. Je vais donc réafficher la version non destructive de mon objet en cliquant sur l'œil avec Shift d'enfoncer pour réafficher également tous les objets enfants de la hiérarchie. Je vous propose de masquer toutes les parties slicées. Utilisez la recherche pour les trouver et les masquer. Pour l'élément restant, je vais masquer les opérations booléennes qui correspondent au slice que j'ai masqué. On continue la simplification avec une baisse de la résolution du modèle. Ici, tout dépend de votre objectif, mais pour l'exemple, et vous verrez que le résultat est tout à fait honorable, je vais descendre la résolution du modèle à 6 en spécifiant un minimum de 4 segments pour les bevels. Ici, le cas ne se présente pas, mais vous pourriez également avoir à réduire la résolution des cylindres en spécifiant un minimum. Bon, là aussi, c'est suivant vos objectifs de nombre de faces. Bien, une fois que le modèle vous convient en termes de résolution utilisée, une fois que ça c'est ok, utilisez le petit drapeau blanc en maintenant la touche Alt enfoncée. Avant d'aller plus loin, je supprime les arêtes de support que j'avais ajoutées car ici, elles sont inutiles. J'utilise le raccourci CTRL X, ce qui va supprimer à la fois les arêtes et les sommets le long de ces arêtes. Côté modifier, on supprime le bevel, vérifiez que le weighted normal est bien à 100 et cochez Keep Sharp. Enfin, comme pour le height poly, on ajoute un triangulate avec un minimum de 5 et avec l'option Keep Normals. Bon, cette fois, on ne pourra pas y échapper. Je suis navré de vous annoncer que nous allons devoir nous occuper des UV. Eh oui, moi aussi ça me mine le moral, mais là on n'a plus le choix. Donc on va essayer de rendre ça le plus cool possible, on va éviter de s'endormir et je vous proposerai deux options, avec ou sans add-on, sachant que clairement l'utilisation d'un add-on vous simplifie incroyablement la vie et apporte des résultats bien meilleurs. Et quand je parle de bien meilleur, je parle d'un facteur 2. Lorsque vous passez en Edit Mode, vous pouvez voir qu'une partie du travail est déjà faite puisque les arêtes sont déjà marquées comme étant des coutures. Ce sont les arêtes marquées en rouge. Cependant, en observant les UV, on peut voir qu'une partie est particulièrement déformée, qu'il va falloir l'améliorer. Pour ça, c'est relativement simple. Il suffit de sélectionner les faces concernées, puis de passer en sélection d'arêtes pour pouvoir faire un clic droit et ajouter des coutures autour de ces faces. Une fois ces nouvelles coutures marquées, appuyez sur la touche U pour demander un nouveau dépliage des UV. Le résultat est bien meilleur, c'est plus régulier, mais bon, on peut noter qu'il y a encore quelques défauts, comme c'est le cas pour ce grand carré un petit peu tordu. Mais surtout, le plus gros problème, c'est la surface occupée par les UV.
Nous ne sommes ici qu'à 48,6% d'utilisation de la surface disponible. Et ça, c'est ultra important de l'avoir en tête et de bien comprendre. Ça signifie que si vous sortez vos textures avec une résolution de 2048 pixels, seuls 48,6% seront utilisés. Autrement dit, c'est comme si vous sortiez une texture avec 995 pixels, tout en utilisant un espace mémoire d'une image de 2048 pixels. Alors je pense que vous saisissez à quel point cette donnée est cruciale pour la qualité de votre baking et par extension, la qualité du rendu dans le moteur vers lequel vous allez envoyer votre objet. Je vais maintenant vous proposer d'améliorer ces résultats grâce à l'utilisation de deux add-ons. Mais si vous n'êtes pas intéressé par une multiplication par 2 du taux de remplissage et une diminution et voire même une élimination des distorsions, alors utilisez le chapitrage sur la barre de lecture pour passer directement à la partie baking. Je vous propose de voir l'utilisation de ZenUV dont le développement est perpétuel. Vous trouverez bien sûr un lien en description pour acheter cet add-on. Une chose bien pratique que je vous conseille de faire dès le départ, c'est d'activer la fonction Checker Texture, qui va vous permettre de visualiser l'orientation et les distorsions d'une texture qui utiliserait vos UV. On peut voir que sur cette face, le résultat est particulièrement horrible. Je vous conseille d'activer cette double flèche qui permet de faire des sélections soit depuis les UV, soit depuis l'objet 3D. Quoi qu'il en soit, sélectionnez les deux faces qui posent problème et utilisez le raccourci Alt-U pour afficher le menu circulaire de ZenUV et cliquez sur Marque pour placer des coutures tout autour des faces et déplions à nouveau les UV. Continuons notre inspection. On peut voir ici, au niveau du chanfrein, que la texture ne suit pas l'arrondi. On peut également voir sur cette partie-là une forte distorsion de la texture. Alors, corrigeons. Sélectionnez l'intégralité de l'objet, utilisez le raccourci Alt-U et utilisez le bouton Quadrify Relax Hotspot. Vous pouvez voir que maintenant, la texture suit correctement l'arrondi du chanfrein et qu'il n'y a plus de distorsion de la texture sur cette partie-là. Mais j'attire quand même votre attention ici, où l'on voit que l'orientation de la texture n'est pas continue. On sélectionne les parties qui posent problème et on utilise une nouvelle fois la fonction Quadrify. L'orientation de la texture est maintenant cohérente et je peux vous dire que si vous aviez à faire ça à la main, vous y passeriez 10 fois plus de temps. Il ne reste plus que cette face qui est en biais. Alors il y a deux façons de corriger ça. La première est de sélectionner un bord et d'utiliser la fonction Reshape. L'autre, que j'affectionne particulièrement, consiste à sélectionner tous les UV et à utiliser la fonction World Orient. Il ne reste plus qu'à demander une nouvelle réorganisation des UV que je vais faire ici à travers ZenUV. Le résultat est bien meilleur qu'avant et nous sommes passés de 48,6 à 63,4% de couverture. Alors je vous propose d'aller encore plus loin et de gagner près de 20% de couverture supplémentaire avec un autre add-on. L'utilisation de base est extrêmement simple. Dans les options, j'active la rotation. Dans la section Pixel Margin, j'utilise une marge de 5 pixels pour une texture de 2K. Et enfin, j'active la recherche heuristique sur 5 secondes. Voilà, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton Pack et le laisser travailler. Vous pouvez voir directement à l'écran que nous avons atteint les 80% de remplissage. Donc, comprenez bien qu'ici, on est passé d'une couverture de moins de 50% à 80%, plus correction des distorsions, en un temps ridiculement court. Encore une fois, si ça vous intéresse, les liens sont en description. Voilà, pensez-y, ça soutient la chaîne et ça me permet de proposer plus de contenu sur autre chose que mes propres add-ons. Bon, ça y est, on y est les amis, on va pouvoir lancer le baking. Le baking sera réalisé avec mon add-on Materializer qui, en plus de vous permettre de faire des super textures, vous permet également de les exporter en vue de diverses utilisations comme un import dans Unreal Engine. C'est ce que je vous montre juste après. Affichez le Height et le Low Poly. Sélectionnez d'abord le Height Poly,
puis le lot avec la touche contrôle. Ici, ce qui est important, c'est que ce soit le modèle basse résolution qui soit l'objet actif. Direction le panneau latéral de Blender, dans l'onglet Fluent et dans la section Shader. En termes de résolution, je demande du 2K, je laisse le sampling à 16. Le paramètre Margin détermine le débordement de la texture au-delà des UV. Le Custom Color Space est une option à activer si vous utilisez autre chose que Filmic. Typiquement si vous avez installé le profil Access. Je demande du PNG et je sélectionne les maps de sortie. Important concernant la normal map, sachant que l'objet est prévu pour une utilisation dans Unreal Engine, je coche la case DirectX. Parce que c'est la norme qu'utilise le logiciel. Pour rappel, le baking de base dans Blender produit une map suivant la norme OpenGL. Je demande les deux versions de la normal map pour pouvoir à la fois visualiser dans Blender et l'autre qui va être utile dans Unreal Engine. Je coche l'option permettant d'avoir le résultat du bake automatiquement paramétré sur le low poly et nous voici arrivés aux 4 options les plus importantes. 1. On demande un bake height to low. 2. On active l'option cage qui est indispensable pour que l'opération réussisse correctement sur les arêtes. 3. Laissez l'entrée cage object vide. Blender utilisera alors le low poly en tant que cage. 4. L'extrusion représente de combien la cage doit être gonflée pour englober le height poly. Si ce paramètre n'est pas bon, vous allez très vite vous en rendre compte, le résultat de la normal map va présenter des zones jaunes. Le bouton reste grisé. Comme on peut lire dans le message en rouge, c'est parce que la version basse résolution ne contient pas de matériaux. Ce n'est pas moi qui l'impose, pour le plaisir, c'est Blender qui nécessite la présence d'un matériau dans la version basse résolution pour pouvoir faire le baking. Donc on obéit gentiment, on ajoute un matériau, ce qui rend le bouton disponible, et c'est parti. Alors pour ceux qui découvriraient complètement le baking, sachez que c'est une opération qui est longue, car gourmande en termes de puissance de calcul. Donc profitez-en pour aller faire un tour aux toilettes ou aller boire un coup, et revenez dans quelques minutes. Alors enfin ça c'est dans la vraie vie, puisque là, dans cette vidéo, je vais simplement faire un cut pour éviter de vous faire poireauter. Le bouton est repassé en gris, l'opération est donc terminée. Une petite vérification rapide nous permet de voir que tout a bien fonctionné, que l'on a bien les normales provenant du modèle haute définition avec cette illusion d'arête douce alors que y a aucun bevel et qu'on est sur une arête dure. Avant d'exporter, sauvegardez bien les maps. La donne essaiera de les sauvegarder automatiquement dans un dossier texture qui sera créé à côté du fichier Blender. L'enregistrement automatique ne fonctionne pas toujours pour des histoires de droit d'accès. En tout cas ici la color est bien enregistrée, la métallique aussi, la roughness aussi, mais pas les normales. Alors c'est la petite étoile à côté du bouton image qui nous indique que l'image n'a pas été sauvegardée. Je vous conseille de sauvegarder vos normales au format PNG 16 bits. Comme je vous le disais, on va travailler dans Unreal. Je vais alors changer l'image utilisée pour la normal map en demandant l'utilisation de la version DirectX. Il est temps d'exporter notre modèle. Cliquez sur File, puis Export, puis FBX. Qu'on soit bien clair, mon domaine d'expertise, c'est Blender. Ce que je vous montre là, c'est le strict minimum pour la démonstration dans Unreal. Il y aurait probablement des subtilités à vous expliquer, mais bon, c'est pas le sujet ici. Deux choses importantes dans les options d'export. Tout d'abord, choisissez bien l'option Selected Object pour exporter uniquement l'objet sélectionné et pas toute la scène. Et je vous raconte pas le nombre de fois où je me retrouve avec un fichier FBX énorme parce que j'ai oublié de cocher cette case. Et enfin, l'option Apply Modifier doit être cochée avant le fameux, le tant attendu bouton Export. Nous voici dans Unreal et par simple glisser-déposer, j'importe le fichier FBX. Je vais seulement changer l'échelle pour la mettre à 0,5. Vous pouvez voir qu'un message s'affiche. Encore une fois, je suis pas un spécialiste d'Unreal, donc je sais pas trop ce qu'il veut me raconter. Si certains d'entre vous savent ce que c'est, merci de m'éclairer dans les commentaires et ça pourra aussi aider sûrement d'autres personnes. Je place mon objet dans la scène
et je pars configurer le matériau. Il s'agit surtout d'importer la map métallique qui n'a pas été importée automatiquement et de connecter tout ce petit monde au bon endroit. Un petit peu de mise en scène et c'est parti. Après tant d'efforts et un tuto bien dense en informations, on a bien mérité de s'amuser un peu. Eh bien félicitations, vous êtes arrivés au bout. J'espère que vous en avez appris autant que j'en ai appris. J'ai vraiment sué sur ce tutoriel, mais heureux d'avoir pu tout compiler ici pour vous partager mes trouvailles. Vous trouverez bien sûr en description tous les liens vers mes add-ons, mais aussi les add-ons des collègues. Passez par ces liens, abonnez-vous, likez, partagez, voilà, ça supporte la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.